après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Bon, là, les amis, coup de tonnerre. Coup de tonnerre. La dissolution, donc, qui était un scénario globalement écarté. Donc Macron choisit de faire une dissolution. Moi, je trouve ça évidemment ultra surprenant. En même temps, moi, ça me fait penser à Pedro Sanchez. Enfin, j'avais ce truc en tête de Pedro Sanchez qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était l'année dernière, avait avancé les élections générales juste après une défaite face à l'extrême droite, avec, en se disant, en gros, si les élections générales sont plus tard, en fait, l'effet extrême droite sera passé, et il faut que je profite que l'extrême droite, elle vient de faire 40% pour essayer de surfer dessus, pour essayer d'avoir une majorité et de surfer à fond, à chaud, parce qu'en gros, si j'attends 3 mois, les gens auront banalisé et je ne profiterai pas de cet effet. Donc Macron, j'imagine que c'est un des calculs, c'était en Espagne avec Pedro Sanchez, mais dans un système qui n'a rien à voir et où il a quand même un système parlementaire et où il a eu malgré tout une majorité très ténue, mais il était, je veux dire, moins fatigué que Macron. Mais je veux dire, c'est le même type de pari, je pense, que fait Macron. C'est-à-dire, Macron se dit peut-être qu'on peut réussir à rassembler des gens. Peut-être que la NUPS, en tout cas, je veux dire, la gauche institutionnelle, elle est divisée et elle est fragilisée d'une certaine manière par l'opposition entre LFI et Glucksmann. Donc ça va être plus difficile pour eux. Et peut-être que dans ce scénario, je vais ramasser un front républicain, etc. Je dis un peu la rationalité que je vois de la décision. Après, après, le groupe des Kazib sur WhatsApp est choqué. On ne parle pas de politique. On est en train de parler de l'Aïd El-Kébir pendant toute la semaine. Là, ça parle de dissolution. Après, c'est un coup assez dingue et évidemment ultra dangereux. Parce que en même temps, il fait ça au moment où l'extrême droite est à 40%. Donc vous voyez bien que c'est le plus probable. Sur les sondages qui ont été faits sur des projections de législatives, évidemment, le résultat, c'est le RN qui avance. Ouais. Après, bon, ça reste un... Jérôme Gage, il fait la tête. Qui sait, il doit son élection à Mélenchon. Après, Gage, il saute. En tout cas, j'espère qu'il va sauter. Ça reste un scrutin majoritaire à 2 tours, donc évidemment, c'est aussi ce sur quoi parie Macron pour réduire l'influence du RN. Ouais. Youssef, vas-y, je t'en prie. Et puis, n'hésitez pas à prendre la parole. Là, en fait, ce qui va être super intéressant, bon, déjà, effectivement, le 30 juin, là, c'est trop court et ça va être pour le Rassemblement national à fond, ça va être la majorité. Enfin, moi, je pense, pour le moment, tel que je vois le pays, ça va être majorité de l'Assemblée nationale extrême droite. Et ça, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Kautar. Moi, je pense que Macron, ça ne va pas le déranger. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, en fait, ce qui va être super intéressant, ça va être ce que je viens de dire sur Jérôme Gage et sur toutes les arnaques là qui ont été élues dans des endroits où, en fait, grâce à l'accord de la NUPS, donc grâce à Mélenchon, ils ont tous mis la tête de Mélenchon pour être élus dans des endroits en fait où ils étaient les candidats uniques. Là, en fait, il y aura, je sais pas s'il y aura la NUPS à nouveau, mais vu tout ce qui s'est envoyé dans la figure, les accusations d'antisémitisme, les accusations de séparatisme et tout, bref, comment ils ont sali la France insoumise, ça a été loin quand même. Ça a été très très loin les accusations. Donc je vois pas comment là, ils vont pouvoir aller s'asseoir ensemble, s'ils vont oser nous la refaire en fait. Ce que disait Agnès tout à l'heure, sur le coup de refaire à nouveau la NUPS, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est probablement un pari de Macron aussi, oui, bien sûr. D'avoir une gauche affaiblie, mais divisée. Il y a des circonscriptions concrètement, là,
où, en fait, à Paris notamment, je pense, là où il y a Chikirou, il y a Lamia El Araji qui veut la place du PS, qui est la droite du PS. Et je pense là où est Obono, là où est Sandrine Rousseau, qui aura peut-être un candidat IFI, du coup. Et là, je pense que je vois pas comment, là, ils vont s'en sortir et comment ils peuvent faire autrement que de retourner à la gamelle et donc d'être obligés de se remettre derrière la France Insoumise. Parce que je pense que ça reste comme la première force de gauche, malgré Glucksmann. Toi, tu penses que ça, c'est possible? Une reformation express de la NUPS? Non, je pense non, c'est ce que je dis, je ne pense pas. Mais ils peuvent oser le faire. Olivier Faure, ils sont capables de ça. On se rend pas compte des avantages qu'ils ont et de la petite vie tranquille qu'ils ont des députés. C'est la place en or. On se rend pas compte, toutes les douilles de ce siècle. Sandrine Rousseau, elle est venue de nulle part, elle a été élue. Corbière dans Massacre, elle a été élue au premier tour. Là, ça va complètement être autre chose. Là, comment dire, contre lui, le chat est on fire, dissolution, terrifiant. Les amis, sur scène. non mais moi, Bagnolet. les amis, là, donc il y a tout le monde est choqué. Anna, est-ce que tu veux rebondir sur cette annonce? Moi, j'attends, je vais écouter Kautar. Qu'est-ce que tu réfléchir. Vas-y, Kautar, si tu veux. Non, moi, ça me rappelle ce qu'on se disait juste avant sur le fait qu'il y a quand même, ne serait-ce qu'en termes de séquence médiatique, à un moment donné, Bardella demande la dissolution, 5 minutes après, il l'obtient. Je veux dire, c'est vraiment pas rien. C'est une relation forte, encore une fois. Je suis pas du tout dans une histoire Le barrage a cédé. Oui, comme je dis souvent, c'est pas une machination, c'est une machinerie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des intérêts qui sont partagés et ils sont dans une relation de nécessité. Le RN et le pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc je trouve ça complètement fou. Enfin, je vous demande d'imaginer le triomphalisme qui va être celui défendu porté. Enfin, la séquence là que vit le Rassemblement national, c'est quelque chose d'absolument fou pour eux. Je suis sûre que même eux n'y croyaient pas. Peut-être que Marine Le Pen elle-même disait à Bardella, vas-y, mais sache que tu n'auras rien. Et en fait, il a eu, mais moi je trouve que c'est... Enfin, voilà, il faudra un peu de temps d'analyse, etc. En même temps, le 30 juin, c'est vraiment dans quelques temps. Mais ça dit à quel point le Rassemblement national pèse sur le pouvoir. Enfin, je veux dire, il y a le pouvoir qui pèse sur nous, mais sur le pouvoir pèse encore le Rassemblement national. Et ça dit, voilà, cette espèce de tension, cette lutte pour des intérêts. Enfin, moi, je trouve ça... Et ça dit aussi à quel point les élections européennes, qui sont censées être, comme on dit souvent, des élections lointaines, qui ne servent pas... En fait, le Rassemblement national, par le fait que le racisme dépasse largement les frontières françaises, etc., a réussi à faire de ces élections-là... un moment, comme je le disais au début, un peu historique dans sa propre histoire. Enfin, moi, ça me... En même temps, ça me choque et en même temps, je suis tout à fait pas du tout choquée. Ouais. Et si je peux me permettre, effectivement, je pense que c'est important de marquer que c'est... Je pense c'est une victoire de l'extrême droite ce soir. C'est-à-dire, il y avait la victoire symbolique, abstraite, et Macron a décidé de la concrétiser. Il veut Bardella Premier ministre. Non, mais par contre, moi, je pense que... Et notamment peut-être pour le griller pour 2027, je sais pas, mais en tout cas... Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que ce soit une manière aussi de prendre en otage LR pour leur dire, faisons un accord ensemble, parce que sinon, vous allez disparaître. LR qui s'y refusait jusque-là, en profitant que la gauche est affaiblie. Ouais, mais ce serait tenu. Après, je sais pas... si tu fais ça, tu dis sous l'Assemblée, c'est que tu veux le RN. Enfin, je veux dire, je sais pas. Il le sait. Ça me paraît tellement évident, mais bon. Moi, je pense pas, parce que la ligne de Macron, ça va être de faire le barrage et d'essayer d'agréger ces forces-là. Mais vas-y, Anas. Non, mais c'est clair et net que moi, je pense que quand on voit déjà, on est tous choqués. Je veux dire, on peut même dire des erreurs, je veux dire, à ce micro-là, et il faut pas nous en vouloir parce que c'est des réactions à chaud et on va se poser dans les prochains jours pour voir où est-ce que ça va. Mais c'est clair que c'est l'annonce la plus choquante, je crois, de l'histoire du macronisme depuis... peut-être avec le confinement, peut-être c'est les deux annonces les plus fortes qu'il a pu faire. Sinon, c'est clair que c'est plutôt insipide de manière générale, ces discours. Donc, déjà, c'est assez stupéfiant. C'est-à-dire qu'il prend à... Je pense que... Je ne sais pas si les dirigeants de parti
était au courant de ça On l'a dit hier. Oui, mais après on l'a tous, mais je pense qu'on l'a tous dit dans nos têtes ou machin, mais entre le dire et C'est clair. Si le Chico l'a dit, c'est clair. dire et le voir, je sais pas. Après, maintenant qu'il y a le cadavre à qui profite le crime dans ce qu'il veut faire, quoi. C'est-à-dire, quelle est sa stratégie? Moi, je pense que c'est clair, comme disait Paul, que oui, il y a une volonté d'apparaître. Le rôle du Rassemblement national, historiquement, il a toujours été celui-là, et notamment, c'est François Mitterrand qui a lancé ce truc-là de commencer ce type de clivage-là, et qu'on l'a vu, ne serait-ce que par le débat Gabriel Attal, Bardella, Macron qui dit qu'il est prêt à débattre avec Le Pen quand même pendant la campagne aux européennes, et l'autre qui lui dit déjà dissous et après je veux bien débattre avec toi. On voit clairement qu'ils sont là-dedans. Est-ce qu'il y a je ne sais pas quelle est la volonté de Macron jusqu'au bout. Est-ce que c'est une volonté de montrer ce que peut être le RN dans l'espoir de reconstruire quelque chose en 2027 autour de Renaissance, Horizon, etc. Est-ce que c'est de domestiquer définitivement une partie de la droite et peut-être du Parti Socialiste de Glucksmann, etc. Est-ce que c'est pas une autre NUPS, tu vois, mais une NUPS qui partirait du centre avec cette... Moi, personnellement, enfin, je ne crois pas une seule seconde à la NUPS. Voilà, je dis comme ça à chaud, je ne crois pas une seule seconde voilà. Moi, je pense que soit ça va être, soit le Parti Socialiste va tenter d'incarner le vote de gauche et d'essayer de la jouer solo, peut-être avec Europe Écologie Les Verts et peut-être le PC, soit face à la catastrophe, face à la difficulté, peut-être être tenté d'être coopté par le macronisme avec, en échange, des ministères, des choses comme ça, un gouvernement composé de ministres de droite, etc. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si, comme le dit Kautar, d'une certaine manière, la volonté, c'est full extrême droite. C'est d'essayer de se dire, bon, le peuple, entre guillemets en tout cas, qui s'est exprimé dans ces urnes, m'a montré sa volonté d'aller beaucoup plus durement sur la droite, sur la question de l'immigration, etc. Et que moi, je suis prêt à aller tenter ce truc-là. Enfin, pour moi, c'est très flou. Et que la réalité, c'est qu'il va falloir voir dans les prochaines périodes. Voilà. Est-ce que Marine Le Pen sera la première ministre de Macron? Enfin, ça serait quelque chose de... Tu nous lances, Carole, Le Pen? Gracias. Montre que quand le peuple vote, le peuple gagne. En mettant la liste du Rassemblement national à plus de 32%, les Français viennent de nous accorder le plus haut score, tous partis confondus, depuis 40 ans. C'est une vraie émotion de voir cette belle force populaire se lever dans tout le pays. En premier lieu, qu'il me soit permis d'adresser mes plus chaleureuses félicitations à Jordan Bardella pour cette très belle campagne, pour ces mois à parcourir la France et à rencontrer nos compatriotes, et pour avoir su résister à la stratégie du mensonge et de la calomnie qui nous a très souvent été opposée. Ce vote des Français à la seule élection nationale de ce second mandat d'Emmanuel Macron est sans appel. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et donc le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Après les élections législatives de 2022, qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité. On a compris, à mon avis, l'esprit de Marine Le Pen, évidemment, célébrer la victoire, et puis pour pas
pour pas non plus passer des heures à écouter ça. Je pense que voilà, bon, c'est des images qui sont historiques, qui sont très, très importantes, on le disait. Sacha, peut-être ta réaction, du coup, toujours dans cette réaction à chaud. Franchement, on ne s'attendait pas à ça, à vivre en live je me préparais pas à la ça. dissolution de l'Assemblée. Moi, je venais du Havre tranquille, de la Pride là-bas. La dernière fois, c'était Chirac. La dernière fois, c'était Chirac dans les années 90, en 95. Non mais c'est Dragon Ball Z. c'est ouf, mais je pense que on va voir. Pour moi, je pressionne déjà que la campagne, que du coup le prochain mois sera vraiment infernal et que ce sera une redite de la campagne des législatives 2022 avec le même sort de pression qu'on ressentait à l'époque, voilà, faire barrage, etc. Et je pense qu'il va falloir beaucoup démasquer le caractère totalement artificiel et faux de ce que c'est le barrage républicain. Et je pense que la différence face aux législatives, c'est en effet l'échec de la NUPES. Et du coup, ça montre qu'on ne peut pas répondre à cette menace de l'arrivée au pouvoir, en tout cas au sein du Parlement de l'extrême droite, à travers le terrain des élections, quoi. Enfin, je sais pas, on l'a déjà essayé en France, même des générations qui me précèdent, l'ont essayé pendant des années, des décennies à faire la stratégie du moindre mal et ça ne marche tout simplement pas. Et du coup, j'ai l'impression que l'enjeu dans les prochaines semaines, ce sera de voir quelle réponse on peut apporter par la mobilisation. Ces centaines de milliers qui se sont mobilisés ces derniers mois pour la Palestine, leur pire ennemi en réalité aujourd'hui, c'est l'extrême droite et c'est le gouvernement. Et on leur propose un choix entre les deux. C'est totalement délirant en réalité qu'on va encore se taper ces discours de protéger la démocratie face au fascisme, de protéger nos acquis sociaux dans les urnes, etc. Je pense qu'il va falloir vraiment discuter comment on met l'extrême droite à la défensive à travers la mobilisation sociale, parce que je ne sais pas si on ne le fait pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fait en réalité, parce que on a passé un an, comme disait Anna, sans une seule journée de grève interprofessionnelle nationale. Si on ne le fait pas maintenant, cet été, on attend quoi en fait? Qu'est-ce qu'on attend? L'arrivée au pouvoir de l'extrême droite? Effectivement, ça va être une question centrale. Pour info, Glucksmann apparemment proposerait une alliance, en gros une NUPS sans LFI. Mais sur cette question du mouvement ouvrier, parce que... Ouais, une NUPS. Mais Anas, sur cette question du mouvement ouvrier, là, parce que... Est-ce que ça doit être un électrochoc? Je pense que la meilleure réponse qui pourrait y avoir à cette situation, c'est qu'il commence ce soir à y avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est-à-dire des manifestations spontanées, des choses qu'on voit plus depuis 20 ans, parce que l'extrême droite a été tellement banalisée. Mais en même temps, là, on passe dans un nouveau stade et plus vite que prévu, quoi. Oui, je l'espère. En fait, se joue sous nos yeux le deuxième tour de la présidentielle, mais en duo cette fois-ci. C'est-à-dire, vous imaginez une composition politique et parlementaire qui serait un mix de Macron plus Le Pen. De toute façon, il faut se dire quelque chose clairement. Peu importe les volontés, à mon sens, de Macron, il faut déjà mettre plus qu'une pièce sur le fait que le groupe parlementaire du Rassemblement national va exploser, je veux dire. Il est déjà très fort. Ils ont 83 députés Ça, déjà, je veux dire, ne serait-ce qu'un parlement français avec 150, 200 députés RN, même s'ils ne sont pas Premier ministre ou je ne sais quoi, peu importe la coalition, je veux dire, c'est un fait majeur ce qui est en train de se passer et c'est clair et net que Macron vient d'offrir une victoire éclatante au Rassemblement national, d'une part par le pourcentage, mais par l'annonce aussi immédiate qui est faite aujourd'hui. Et que la seule réponse, ça va être la riposte sociale, la riposte des classes populaires, du mouvement ouvrier, de la jeunesse sur ni Le Pen ni Macron, et qu'il va falloir qu'on commence à tracer les choses, parce que je veux dire par là, bon là tu viens de dire sur Glucksmann et autres,
Notre politique ne peut pas se résoudre à de l'électoralisme, enfin de grâce. Je veux dire, personne d'intelligent dans ce chat et dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit qui a pu mettre un bulletin dans l'urne de je ne sais quel parti de gauche considère une seule seconde que face à ce qui est en train d'être annoncé, face à la dissolution, face à la possibilité que Marine Le Pen elle soit Premier ministre, la solution ce serait d'avoir un peu de députés qui fassent de la guérilla parlementaire ou je sais pas combien d'amendements, etc. Ouais, ok. Manon Aubry, elle a fait 4000 amendements au Parlement européen. Et l'autre, il en a fait 21 amendements. Ça marche pas, ça. Ça, c'est inaudible vis-à-vis des gens. Voilà. Tu peux dire que tu as fait 4668 amendements. Tu peux dire Éric Nolot vote et toi, tu vas voter, etc. Ça ne fonctionne pas. Il nous faut une riposte qui soit une riposte par en bas, qui soit une riposte de la classe ouvrière. Moi, j'en appelle... Déjà, on devait l'avoir, cette riposte-là. S'il y a 32%, et il y a Mélenchon. On écoute Mélenchon. On écoute Mélenchon. Une politique et pas tenir compte des oppositions qui s'étaient exprimées. Et donc aujourd'hui, tout penaud, qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous allez nous dire, ah ben là maintenant il faut faire le grand front républicain. C'est ce grand alliance. Comme nous venons de le voir, notre peuple tout entier, et toi la jeunesse du pays, qui bien sûr cette fois-ci a déjà fait un effort, en entrant dans la lutte, en allant poser tes bulletins de vote, et comme vous le verrez tout à l'heure, quand on aura les résultats complets, vous autres, le peuple des villes, des banlieues, vous autres, le peuple de ceux qui dépendent absolument de leur travail, des réseaux du collectif pour vivre et survivre, il vous faut maintenant vous emparer du problème qui vous est posé. Appropriez-vous la France, faites-en votre patrie. En définitive, je redis quelle est notre vision de la nation et du peuple. Le peuple n'existe que quand il réalise son unité pour agir. Et cette unité pour agir n'est possible que dans la défense des intérêts qui le constituent comme tels, des choses simples que nous demandons à l'existence. Non pas des grands projets fumeux, le droit de se nourrir correctement, d'être soigné quand on est malade, d'avoir ses enfants éduqués, d'être logé décemment, de pouvoir vivre une vie décente, c'est-à-dire une vie dans laquelle la culture est possible pour tout le monde et la joie de vivre à la portée de chacun. Voilà, mesdames et messieurs, comment le peuple peut réaliser son unité, c'est en partant des revendications qui le rassemblent. L'unité sur ses revendications et son programme constitue le peuple. Et lorsque le peuple s'empare de son propre avenir ensemble, alors il constitue la nation. Le peuple, la nation et le programme sont trois éléments indissolubles. C'est pourquoi nous allons marcher fièrement, une fois de plus, en disant ce qui compte pour nous. La première des choses, c'est que nous n'acceptons pas l'institutionnalisation progressive, infernale qui s'est effectuée, notamment depuis les 7 derniers mois, du racisme comme un ordre ordinaire des choses, une manière de combattre un racisme, l'antisémitisme, qui en réalité est apparu maintes fois comme une manière d'en promouvoir un autre, le racisme islamophobe, anti-arabe, anti... Donc bon, là on a entendu Mélenchon qui s'exprimait un discours je trouve offensif mais assez traditionnel quoi, appel à la future campagne LFI pour les législatives. Et bon, comme on était sur la question de la réponse par en bas, je pense qu'on est aussi dans autre chose. Mais Anas, c'était toi qui étais en train d'intervenir. Oui, je termine une phrase, mais moi j'en appelle au mouvement ouvrier organisé à Sophie Binet. Where is Sophie Binet? Where is, pour parler en anglais comme Sacha, where is Sophie Binet? Voilà. Il est plus minuit moins le quart, Sophie Binet. Il est minuit moins 10 là.
Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir... c'est pas possible. J'espère que cette intersyndicale qu'on nous attend, dont on nous a parlé de tous les mérites et de la joie retrouvée... Pourquoi là, pour la dissolution ? Moi, je parle de Sophie Binet pour qu'il y ait un appel clair à une grève et une mobilisation de masse dans ce pays, voilà, pour lutter contre ça, je veux dire déjà par rapport au génocide à Gaza, par rapport à la situation de l'autoritarisme, la répression, etc. Je veux dire, j'appelle l'ensemble des organisations de jeunesse, des étudiantes, lycéennes, etc. La réponse, elle va être d'un mouvement de masse, les organisations écolos. Je soutiens la lutte contre la 69, je soutiens la lutte contre les méga-bassines, etc. Mais les amis, il se passe des événements graves, et il y a la nécessité de forger une nouvelle génération anti-impérialiste, une nouvelle génération anticapitaliste, une nouvelle génération lutte de classe qui montre que la jeunesse, elle est profondément, et elle emmerde profondément le Rassemblement national, mais il va falloir qu'il y ait des mobilisations de dingue. Je veux dire, aujourd'hui, il faut que ça passe par là, parce que penser que c'est uniquement mettre un bulletin dans l'urne pour un parti de la gauche institutionnelle n'arrêtera pas malheureusement ça. C'est une réponse, et je pense même que la France insoumise, là on vient d'entendre Mélenchon, si on fait vu le temps imparti, parce qu'il ne faut pas être fou non plus, c'est pas une campagne qui va durer 6 mois, 9 mois, etc. Il y a un temps très limité. Ça veut dire il est très probable que ça soit dans un continuum du résultat des élections. Si on part de ce principe-là, je veux dire, je pense qu'il y a des députés de la France insoumise qui vont perdre très probablement leur place, peut-être des gens du PC, etc., etc. Donc je veux dire par là, on ne doit pas, en fait, quand vous allez finir ce Twitch-là, et que il faut que l'objectif à partir de ce soir et à partir de demain matin, ça soit de se dire comment on commence à préparer une lutte la plus massive possible. En tout cas, moi, depuis mes positions, là, je regarde les groupes de cheminots, syndicats, je veux dire, les gens, ils sont comme des dingues. C'est ça ce qui est en train de se dire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être que, d'une certaine manière, il a fait un cadeau au RN. Je nous le souhaite du plus profond de mon cœur et de mon âme. J'espère qu'il a fait un cadeau peut-être à peut-être rompre l'atonie du mouvement ouvrier de ce pays, de la jeunesse, etc. Et peut-être qu'on a vu, ne serait-ce qu'après le massacre du camp de Rafah, comment les gens... Ils fonctionnent aussi à l'émotion et à la réaction vive et très vite et très spontanée et très de masse. Et je pense que les réactions qu'on va continuer à voir toute la soirée sur les réseaux sociaux, dans nos boucles familiales et autres, peut-être vont témoigner d'une rupture. Voilà, il va falloir être à la hauteur de l'histoire et de l'enjeu de ce qui est en train de se passer. C'est soit la contre-révolution dans son ensemble, c'est-à-dire c'est soit la bourgeoisie la plus extrême, la plus à droite, la plus raciste, xénophobe qui va continuer à s'imposer, celle qui est pieds et poings liés avec la politique génocidaire de Netanyahou, soit on essaye de chambouler la situation, quoi. Voilà. Youssef, sur tout ça. Non, en fait, déjà, il faut se dire une chose, c'est que c'est très très grave, faut le dire, faut le noter. Parce que moi, je considère, je rejoins Kautar, que c'est, pour moi, clairement, voilà, un cadeau pour le Rassemblement national. C'est dans le contexte, et on le sait, déjà tu l'as dit, par les sondages, mais on le voit avec cette élection, et on le voit avec ce qui se passe dans le pays. On l'a vu avec Crépol, avec Romans-sur-Isère, on l'a vu avec tous les faits divers, entre guillemets, qui concernent des personnes noires, arabes, musulmanes, etc., comment le pays il est au bord de l'explosion. Et comment on excite une certaine population pour faire bouillir tout ça et faire que ça explose. Donc du coup, dans tout ça, dissoudre l'Assemblée nationale dans ce contexte, clairement, c'est un boulevard pour le Rassemblement national. Du coup, c'est très très grave. C'est très très grave. Mais pour moi, encore une fois, il faut le regarder à l'échelle européenne et internationale. Et je pense que c'est comment petit à petit, les partis type macroniste, il y en a un peu partout maintenant, absorbent en fait l'extrême droite. Comment petit à petit ils laissent la place à l'extrême droite, en fait, pour le dire avec des gros mots, gérer le capital, quoi. Comme le fait Meloni aujourd'hui en Italie, où elle le fait très bien en fait.
Elle s'entend très bien avec Bruxelles. Elle a toute sa campagne était basée sur un truc anti-Europe, revenir au souverainisme, et que ça, c'est pas du tout arrivé, c'est pas le cas du tout. On l'a vu, je crois, c'est au Danemark ou aux Pays-Bas, où l'extrême droite, avec un parti type Macron, qui avait été donné comme exemple. Je crois que c'était Gabriel Attal qui était parti là-bas pour montrer ce pays comme un exemple. Et en fait, ils avaient gagné. Il y a eu aussi une dissolution, et il y a l'entrée au gouvernement de partis d'extrême droite, en fait. On le voit avec l'AfD dans l'Allemagne de l'Est, où il y a eu, ça a failli se faire, où il y a eu entre la CDU et l'AfD dans des régions, dans des zones où ils ont failli entrer ensemble dans des parlements régionaux. Il y a eu un scandale, du coup ça a un peu reculé, mais l'idée était là, et là avec le score de l'AfD, donc ça va être ça. Je pense qu'on va arriver petit à petit vers ce truc-là, en fait, vers une fusion entre des mouvements d'extrême droite et des partis très libéraux comme ça, comme le macronisme ou comme le SPD en ce moment qui gouverne en Allemagne ou en Angleterre, etc. Et donc du coup c'est pas étonnant, et franchement là, je pense que malheureusement, la gauche ne sera pas à la hauteur, pas du tout, la gauche institutionnelle, et que, encore une fois, s'il doit y avoir une mobilisation contre ce qui va arriver, ce qui me semble un peu inéluctable, en fait, parce que c'est trop court, en fait, jusqu'au 29 juin, ça viendra que de la mobilisation de nos mouvements, et moi, je pense, les quartiers populaires. Moi, je crois en ça. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai créé une organisation qui s'appelle l'Assemblée des quartiers. Moi, je pense que ça viendra principalement, je le dis, principalement des quartiers populaires et des mouvements autonomes, des quartiers populaires autonomes de la gauche, et qui ne soient pas juste là comme un truc qu'on convoque pour venir voter. À chaque fois, pour dire contre l'extrême droite, pour dire contre Macron, contre... Non, en fait, il faut qu'on sorte de ça. Et ça, je parle à moi et à nous, les mouvements des quartiers populaires, etc., les personnes racisées, les antiracistes, les décoloniaux, les anti-impérialistes, etc., racisés. C'est qu'on ne peut pas juste à chaque fois nous siffler, clairement c'est le mot, pour venir voter à chaque fois et venir sauver, en fait, faire le barrage. Ça, c'est plus possible, en fait. On peut plus nous le ressortir. Et là, on le voit, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, du coup. La gauche a été incapable, du coup, de contrer ça. Et de ce qui va arriver là. Alors, je suis un peu catastrophiste, mais ça me paraît inéluctable. Et donc, on le voit, c'est un échec, en fait. Et la seule chose qui pourra nous sauver, sauver nos petits dans les quartiers, c'est vraiment notre auto-organisation. Ça, c'est pas un slogan, j'y crois vraiment. Oui, je pense que effectivement, c'est important de faire entendre ce son de cloche-là. Je pense à l'heure où j'imagine que sur les chaînes d'infos, c'est en train de parler alliance électorale, etc. Parce que je pense que le pire dans ces moments-là, qui te rappellent en fait qu'il y a des gens qui ont énormément de pouvoir et qui peuvent précipiter par une décision, en fait, un truc qui est l'arrivée de l'extrême droite peut-être. On ne sait pas, ou en tout cas créer des conditions très, très dangereuses de ce point de vue-là. Pour donner quelques petits résultats vite fait, mais pour dire à quel point c'est inégal l'extrême droite un peu dans ces élections, notamment, il y a notre camarade Philippe Alcoy là, qui venait de faire un trade en expliquant qu'au Danemark, en fait, l'extrême droite avait chuté derrière le Parti populaire socialiste. En Finlande, ils font 7,5% de moins contre les élections parlementaires de 2023. En Grèce aussi, c'est les partis du centre qui sont en tête. Enfin bon, c'est plutôt inégal encore, quoi. Ouais. Mais ce sur quoi en tout cas je voulais insister, c'est que par rapport à la question de l'auto-organisation, c'est la question des quartiers populaires, c'est la question du mouvement ouvrier, c'est la question du mouvement étudiant, c'est la question du mouvement féministe LGBT, où il y a eu y compris surtout dans le mouvement étudiant, dans le mouvement féministe ces derniers mois, quelques dynamiques initiales mais importantes d'assemblée générale, et le plus fort ayant été évidemment dans le mouvement étudiant pour la Palestine, et qu'au bout d'un moment, je veux dire, c'est pas possible effectivement de dépendre des alliances électorales, et en plus, c'est évident que cette élection, je veux dire, ces législatives sont ingagnables. Si quelqu'un vous raconte que, genre, en militant comme des fous, en fait, vous allez empêcher l'arrivée ou l'explosion, pour dire le minimum, du nombre de députés d'extrême droite à l'Assemblée,
c'est un mensonge. Donc là, au bout d'un moment, il faut construire dès maintenant les forces qui permettent de s'organiser, de réagir. C'est ce qu'on essaie de faire dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement étudiant. C'est des choses qu'essaye de faire Youssef, il le disait, dans les quartiers populaires. Et ensuite, comment ces mouvements-là, auto-organisés par en bas, ils se coordonnent, ils s'allient et ils commencent à construire par en bas le front dont on nous rabâche les oreilles sur un terrain uniquement électoral. Et je pense que ça va être une question importante. Et je veux dire, le choc doit permettre d'ouvrir cette discussion-là aussi, je pense, pour rebondir sur ce que disait Youssef Kautar sur tout ça. Oui, on parle souvent, on dit l'arrivée du Front National, En fait, ils sont déjà là. On voit qu'on pose quand même beaucoup, que beaucoup de décisions sont prises en fonction des décisions qui sont les leurs. Donc je pense que même dans notre manière de parler, etc., le fait de dire est-ce qu'ils vont arriver, est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir, on voit bien qu'on n'est pas dans un système démocratique où on est dans le pouvoir ou hors le pouvoir. En fait, il y a quand même beaucoup de partis qui institutionnellement y sont, mais l'extrême droite, en plus, a la particularité, comme je le disais avant, de peser ce soir d'élections européennes de tout son poids sur le destin national. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire, en fait. C'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de siéger au Conseil des ministres, ou il n'est pas forcément nécessaire de porter le titre de président de la République pour orienter le destin de millions de personnes dans une direction ou dans un autre. Donc ça rappelle déjà dans un premier temps qu'effectivement, comme le disait Sacha, on prend là au sérieux un jeu perdant, en fait. On prend au sérieux un jeu qui est perdu pour nous. Bon, on y est, donc on fait du commentaire, c'est pas le souci, mais je reviens aussi sur ce que je disais avant, sur cette question de sous-traitance ou de délégation. Là, pour moi, encore une fois, on y est un peu. C'est-à-dire que le programme économique du Rassemblement national, il est plutôt compatible avec celui que prône Emmanuel Macron. Après tout, les questions raciales, les questions de voile, les questions de l'islam, la question du terrorisme, la question des jeunes filles qui vont au lycée en abaya, moi, j'imagine assez facilement Macron lâché là-dessus, en fait. On l'a bien vu, il y a quand même beaucoup d'entretiens où quand il commence à parler de laïcité ou quand il commence à parler de valeurs, etc., il devient très philosophique, il s'était présenté comme le fils spirituel de Ricoeur, etc. Pour moi, ça veut juste dire qu'à ce niveau-là, il ne pense pas grand-chose, que ce qu'il pense, il le pense d'un point de vue économique, du point de vue du capital, et que pour le reste, il est plutôt prêt à discuter, il est plutôt prêt à négocier. Après tout, c'est quand même lui qui, encore une fois, a promu des personnes du fait de leur talent et de leurs dons en racisme, en islamophobie, etc. Donc pour moi, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il y a quelque chose qui relèverait d'une forme de passation de pouvoir. L'expression, elle est peut-être un peu trop forte pour ce soir-là. Mais en tout cas, il y a une tentative, pour moi, de resserrement d'une relation qui existe quand même depuis de très nombreuses années. Ne pas oublier aussi que Macron peut-être se projette d'ici quelques années ailleurs. Après tout, oui, il est fou de pouvoir. On peut aussi imaginer qu'il est fou d'autre chose. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est difficile à suivre. Hein. Il fait partie de ces hommes qui se présentent une première fois aux élections présidentielles. Il passe la première fois alors que d'autres ont dû essayer à plusieurs reprises en étant élus très tardivement. Donc c'est très complexe. Mais en tout cas, voilà, moi je reviens un peu sur ce que je disais au début, sur cette idée de « et si finalement on ne se partageait pas un peu les rôles ?» C'est un peu l'idée qu'évoque Youssef quand il parle de fusion. Il y a peut-être cette idée-là. On va commencer petit à petit à segmenter les politiques. Qui s'occupe du national, qui s'occupe de l'Europe, qui s'occupe des questions raciales, qui s'occupe des questions économiques, qui s'occupe des questions sociales. Il y a peut-être là une forme de redistribution un peu qui va... Voilà, c'est pour ça que je ne dis pas passation de pouvoir, je ne dis pas partage de pouvoir, c'est peut-être un peu trop fort, mais pour moi, il y a quand même il y a l'ouverture d'un dialogue qui, là, est quand même très, très, très officiel et réalisé au vu de tous. Je pense qu'il y a une tension entre le côté, une stratégie qui est totalement kamikaze, etc., qui peut à la fois viser à essayer de se sauver la peau par le jeu du front républicain, réactivé sous le coup de l'émotion, en espérant, même si le RN se renforcera dans tous les scénarios, mais de gagner quand même une majorité, de maintenir une majorité, voire de la renforcer. Enfin, je pense qu'il y a quand même cet espoir. Et après, il y a l'acceptation du risque de gouverner avec le RN, qui est
c'est intéressant ce que tu disais sur la distribution du pouvoir, c'est exactement mot pour mot, c'est le scénario Bolloré dont parle Ariane Chemin dans le papier qu'elle avait fait en décembre sur Bolloré. C'est en gros, il faut mettre l'ERN sur immigration intérieure, etc. Et ensuite mettre la droite ou les macronistes, en fait, ceux qui sont prêts à assumer cette stratégie, puisque lui, il s'adressait plutôt à la droite qu'à Macron. Ce que moi j'appelais cette forme de sous-traitance, en fait, parce que je pense que pour des hommes d'une certaine droite, comme Macron, il tient quand même à une certaine image de lui-même, il tient quand même à une certaine manière de représenter le pays, etc. Je pense qu'il considère que ceux qui doivent se salir les mains dans les questions d'islamophobie, etc., ce sont peut-être d'autres que lui. Sur les valeurs sociales, il est en mode, c'est le RN, c'est Marion Maréchal, sur la question trans, sur la question la PMA, le machin, l'IVG. Et juste un truc, LR a annoncé qu'il refusait toute alliance avec Emmanuel Macron. Donc voilà, ça c'est sûr, en même temps c'est la continuité de leur discours. Anna, si tu veux, mais après il faut laisser la parole à Sacha. C'était un mini-mot, mais pour dire que pour moi aussi dans cette analyse-là de la dissolution, il faut aussi voir la nécessité pour la bourgeoisie de continuer à avancer les réformes, etc. Faut pas oublier que Bruno Le Maire et Macron avaient parlé de 100 milliards d'économies à faire d'ici la fin du quinquennat, et que je pense que ça, c'est une obligation pour eux, quoi, parce que ne pas pouvoir avancer sur ce terrain-là avec la question de l'Ukraine, de la Russie et autres est une donnée centrale. Sacha, sur un petit peu tout ça, vas-y, je t'en prie, pardon. Oui, moi, pour sortir juste du commentaire, moi, je pense que vraiment, il faut prendre cette situation très au sérieux et considérer que c'est une situation extraordinaire politiquement et qu'en réalité, on a 3 semaines devant nous jusqu'au second tour de ces élections et je ne pense pas que notre perspective, ça doit être militer la campagne pour pouvoir freiner l'extrême droite, mais on doit discuter comment chaque jour qui nous reste jusqu'au second tour, on essaie d'organiser des assemblées générales, comme tu disais, dans le mouvement étudiant, dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement féministe. Je sais que par exemple, on a eu l'expérience ce printemps avec le collectif du Point de Rose d'impulser une réponse face aux offensives de l'extrême droite en espace de 10 jours avec des assemblées générales qui sont tenues très rapidement avec des réunions qui se tenaient quasi tous les jours pour préparer une riposte face aux offensives transphobes. Et en espace de 10 jours, on a réussi à imposer une date nationale qui a été organisée dans 50 villes de France et de Belgique avec beaucoup de collectifs qui se sont mobilisés, avec 25 000 personnes qui se sont sorties. Évidemment, 25 000 personnes, c'est pas du tout les 3 millions de personnes qui se sont mobilisées pendant la réforme de retraite, c'est pas ça. Mais ça montre qu'en réalité, même dans les périodes plus atones, dans les périodes plus passives, il y a une réalité possible avec beaucoup de volontarisme et d'urgence, face à une urgence politique, de mobiliser des gens et de les insister avec même une étendue géographique très importante à construire une mobilisation. Et moi, je pense que si on a fait ça avec les petites épaules de la communauté trans, je ne sais même pas ce qu'on pourrait faire si on unissait nos forces avec le mouvement ouvrier, avec le mouvement antiraciste, avec le mouvement étudiant qui marchait, qui occupait les facs pour Gaza. Et je pense même, ce qu'on a vu là le week-end dernier, quand il y avait une grande manifestation à Paris pour Clément Méric, avec près de 100 000 personnes, il me semble, à Paris. Je sais pas, c'est Anas qui l'a dit, mais je sais pas si c'est les chiffres exacts. Mais en tout cas, je fais confiance à Anas. C'était même pas là. D'accord, parce que j'ai vu les non, mais c'était massif quand même. Non, mais peu importe les chiffres. Mais après, même on a vu en Allemagne, il y a eu un mouvement très important contre l'extrême droite avec des manifestations très importantes. Mais le souci des mobilisations en Allemagne, c'est qu'ils ont été cooptés aussi et canalisés par les partis du gouvernement, par la social-démocratie, par les centristes, par les Verts, et qui ont aussi canalisé ce mouvement contre l'extrême droite qui était indigné par AfD, qui se réunissait pour discuter de la rémigration des millions de personnes en Afrique, etc. Les gens étaient indignés et on leur proposait comme perspective ensuite les élections européennes, faisant barrage sur le terrain institutionnel, et ce mouvement, on n'entend plus parler aujourd'hui. Donc nous, la question, c'est
pas juste comment on répond dans la rue, mais comment aussi on évite qu'on canalise ce mouvement. Enfin, comme on a essayé de canaliser la mobilisation pour la Palestine dans les urnes, je pense pas que la mobilisation qui va se profiler, parce que je pense que ça va arriver. Les gens comprennent quand même que c'est inédit, qu'en France aussi, on a eu des mobilisations des millions de personnes il y a 20 ans contre Le Pen au second tour, mais c'était aussi pour ensuite voter pour la droite, pour lui faire barrage. Donc nous, je pense qu'il faut qu'on sorte vraiment de ce paradigme et qu'on dénonce profondément c'est que cette supercherie du Front républicain et qu'on dise que notre seule réponse sera par la mobilisation, occupation des lieux de travail et d'études, par l'auto-organisation, comme tu disais, et par une riposte commune, parce que c'est pas possible qu'on répond chacun dans notre espace-temps séparément. Et même si la manifestation pour le climat numérique a été aussi massive, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour manifester aussi pour la Palestine, pour la Kanaki. Et donc, il faut qu'on continue aussi de cette veine-là, de frapper ensemble contre l'extrême droite et le gouvernement qui, on le voit très clairement, lui pave la voie. Excuse-moi, c'est quoi ces images de Jean-Jacques Abdallah et tout? C'était la manif. C'est pas là, c'est pas en direct. Non. Ah oui, d'accord, c'est pour illustrer ce que disait. Je pense que c'est très important de lier la question de la mobilisation à la question de l'auto-organisation. C'est-à-dire qu'il faut construire des capacités à agir, à s'organiser, à pouvoir décider par en bas, au-delà de... Parce que souvent, quand on dit mobilisation, on a l'impression que c'est genre tout le monde dans la rue et un côté même un peu folklorisé à cause de ce qu'ont pu devenir les manifestations. Mais la manifestation, quand elle est assise sur des institutions d'auto-organisation, des assemblées qui fixent la date, qui fixent le parcours, qui organisent des alliances, ça devient quelque chose de qualitativement différent. Et justement... parce qu'on est des militants tous autour de ce plateau, on va, je pense, pas tarder à clôturer ce live pour aussi aller voir... Attends. Je vais repasser la parole, mais pour dire qu'on va aller vers la conclusion du live, tout simplement parce qu'on a besoin aussi de discuter de ce qu'on fait demain, peut-être même ce soir. J'encourage évidemment tout le monde à s'informer sur les choses qui sont en train de s'organiser. Juste, quand même remercier le chat depuis tout à l'heure. On est plus de 500 sur Twitch uniquement et plusieurs centaines sur YouTube depuis le début. Donc c'est super, on est très heureux. Merci de nous avoir écoutés. Du fait du caractère historique de la discussion, on n'a pas énormément réagi et échangé avec vous. Désolé si ça a frustré certains, mais en tout cas, on lira vos messages. Et puis, je pense qu'on a tous été choqués. Mais en tout cas, voilà, merci à tout le monde. Et pensez à follow la page. Et évidemment, restez pour la conclusion. Je vais redonner la parole en commençant par Youssef. Et pensez à follow la page et à continuer à nous suivre sur la page tweet de RP, parce que je pense que vu la situation, on va multiplier aussi les lives, pas juste pour parler, pour commenter comme on dit, mais aussi pour s'organiser et pour coordonner tout ça. Youssef, sur tout ça. Pour conclure, juste 3 choses. La première, c'est qu'effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Sacha, le Front républicain, c'est une arnaque. Comme l'a très bien analysé notre ami Lordon, qui est un ami de Révolution Permanente, à la base, si j'y suis, voilà, qu'on salue, salut Frédéric. Quand il le dit dans cette fameuse vidéo là-bas, si j'y suis, où il explique très justement que le Front républicain, en fait, c'est un front qui va se retourner. Il avait prédit contre Mélenchon. Et j'ai envie de prolonger ce qu'il a dit en disant que ça va se retourner contre nous, avant tout, contre nous, c'est-à-dire nous, les militants des quartiers populaires, tous ceux qu'on insulte d'indigénistes, d'islamistes, de wokistes, etc. Parce que, faut quand même le dire, l'essentiel de la vie politique française et l'essentiel de la montée du fascisme et de l'extrême droite dans ce pays, elle se fait sur notre dos, beaucoup, sur les musulmans de manière générale, et c'est incarné par des figures aussi. Moi, par exemple, je suis ciblé régulièrement, Kautar, à un moment donné aussi, Sacha aussi sûrement sur les questions trans, etc. Donc, on est ciblé, on est montré du doigt comme épouvantail, comme attention, si jamais ces gens-là, on leur laisse trop d'espace, on leur laisse trop la parole, ils peuvent prendre le pouvoir, ils peuvent instaurer des trucs complètement délirants, le califat, etc. Donc effectivement, il ne faut pas repartir sur une arnaque d'un front républicain, parce qu'on l'a vu, ce sont des outils de la bourgeoisie qui se retournent toujours contre les opprimés et les minoritaires surtout, les minoritaires, les groupes minoritaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, dès ce soir, là, pendant que on arrive à faire plusieurs choses en même temps, là, moi, je suis déjà en train d'organiser une réunion là, avec l'Assemblée des quartiers, donc ça regroupe des militants, je l'ai dit, de toute la France, qui sont sur des problèmes liés au RICS.
cacahuètes. Et ouais, en mangeant de cacahuètes. Et sur WhatsApp, c'est la magie. On m'appelle, regarde là, pour me dire connecte-toi. Et du coup, on l'a fait tout de suite, on a réagi. C'est des gens qui militent sur la question des écoles, qui militent, comme je l'ai dit, contre les RICS. Il y en a un, il a fait un tour de France à vélo contre les RICS. Voilà, des gens qui sont sur la question de l'école, tout ça. On se réunit là et on va aller au-delà de simplement dire « Ah, voilà, il faut se ranger derrière la France insoumise ou il faut se ranger derrière tel parti, etc. » Là, le fait que Glucksmann annonce une liste, en tout cas un rassemblement de gauche sans la France insoumise, c'est aussi un cadeau. Macron permet ça aussi. C'est-à-dire que je pense que dans le calcul de Macron, il y a aussi ça, d'en finir définitivement avec cette gauche, voilà, le bruit, la fureur et tout. Parce que Mélenchon, on le critique beaucoup, et moi le premier, je le critique tout le temps, il faut continuer à le faire et on doit surtout pas s'arrêter, parce qu'on voit les résultats, ça marche, parce qu'il a plus du tout le même discours. Mais on peut pas non plus accepter ça. Parce qu'in fine, derrière, c'est nous. Voilà, c'est nous qui sommes derrière, etc. Donc, il faut combattre férocement dans la gauche, dans nos espaces, les Glucksmann et compagnie. Et troisièmement, la Palestine, c'est pas fini. La Palestine, ça va continuer, malheureusement. Le projet colonial, il ne s'arrêtera pas là parce que dans la logique du projet colonial, il faut aller jusqu'au bout du processus. Et aller jusqu'au bout du processus, c'est clairement l'épuration ethnique de Gaza. Après, on le sait, ça sera la Cisjordanie. Après, ça sera les Palestiniens de 48. Et entre-temps, ça sera le Liban. Ça s'arrête pas, en fait. C'est ça qui compte. C'est grave le RN et tout, etc. C'est grave la dissolution. Mais ça aussi, il faut qu'on le garde à l'esprit. Pas comme on l'a fait là. Juste pour finir, pas sous un angle électoraliste, mais sous l'angle de construire un mouvement politique à partir de cette question-là. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui fracture la planète, qui fracture le monde. Sortons un peu de notre petite histoire là, de la dissolution, etc. Regardons un peu ce qui se passe. Gaza, c'est essentiel, c'est fondamental. Et pour terminer, ce que tu disais sur la CGT, moi quand j'ai commencé à militer sur la question palestinienne, la CGT, elle était là. La CGT, elle déposait, quand on avait été interdit par Valls en 2014, c'est la CGT avec la Ligue des droits de l'homme qui déposait les manifs pour nous permettre, en fait, entre guillemets, en bouclier, de manifester. Parce que Valls nous empêchait. On a quand même été le faire à Barbès. Mais aujourd'hui, la CGT, plus rien sur la question palestinienne. Parce que la répression, ça marche, ça fait peur. Ça, faut pas le sous-estimer. Nous, on a l'habitude, moi personnellement, je viens des mouvements, on est toujours opprimés, toujours réprimés, on a l'habitude, on perd nos tafs, nos familles sont réprimées, etc. Ça, on le sait. Mais je pense qu'il y a des gens, ils n'ont vraiment pas été habitués à ça. Et je pense que le coup de pression qui a été fait, et ça a été fait exprès comme modèle sur le militant de la CGT du Nord, dont j'ai oublié le nom, sur son tract, hein, Jean-Paul Delesko. Voilà, Jean-Paul Delesko. Eh bien, ça, je pense que ça a beaucoup joué. Il y a des gens, ils ont eu peur, vraiment. Il y a eu une terreur au début qui a marché. Et c'est vrai que c'est dingue de se dire que la CGT a disparu. Moi, j'ai grandi vraiment avec la CGT dans les manifs palestines. Ça faisait partie de l'ADN de la CGT, surtout qu'il y a des trucs en Palestine avec la CGT, etc. Donc voilà, reprenons la rue, reprenons l'offensive, mais de manière intelligente, coordonnée et surtout organisée. Anas, je t'en prie. Non, mais tout à l'heure, déjà, je voulais faire une petite remarque parce qu'on a en même temps une chaîne de télé en live depuis tout à l'heure et moi je note que toutes les gueules elles sont très groggy par le moment et très vénères, mis à part j'ai noté uniquement côté Rassemblement National où c'est plus la fête et ça dit quelque chose, ça dit du fait même Glucksmann n'avait pas l'air très serein même s'il fait cet appel etc machin pour moi dire quelque chose quelques petits mots en conclusion et bien sûr on n'a pas épuisé la discussion dans les prochains jours mais c'est une journée grave politiquement, grave pas dans le sens spécialement juste des résultats du RN mais c'est grave ce qui est dans ce qui est en train de se passer qui appelle à l'éveil politique, à le fait de prendre conscience aux enjeux importants de l'époque. Voilà. Moi aussi, j'étais comme beaucoup avant de militer politiquement. Voilà, mon kiff, c'était d'espérer d'avoir un petit pavillon avec un jardin, de me préoccuper de quand est-ce que je peux m'acheter une voiture, qu'est-ce que je vais manger ce soir, quand est-ce qu'on va aller en vacances, les petits ponts du mois de mai, est-ce que je peux aller prendre une loc en Normandie, etc. Et on pense comme ça de manière passive. Et je pense que la politique ne fait que nous rattraper et il faut décider d'entrer là-dedans. Si vous ne vous occupez pas de la bourgeoisie, si vous ne vous occupez pas du Rassemblement national, de l'extrême droite, etc., c'est eux qui s'occupent de nous. Ils ne dorment pas. Vous les voyez, ils ne dorment pas. Ça n'existe pas les ponts du mois de mai, ça n'existe pas les vacances, etc. Chaque moment politique
est pris au sérieux par ces gens-là. Et donc, je pense que toutes les personnes qui sont soucieuses de construire une autre société, un autre monde, doivent absolument s'éveiller politiquement. Moi, je suis, je dirais, dans la continuité de ce qu'a dit Youssef. C'est clair et net qu'il va falloir commencer à mettre en place des cadres de coordination, des blocs de résistance, pour reprendre l'expression qu'avait utilisée Youssef au moment de la campagne présidentielle. Le rôle des révolutionnaires va être central. Le rôle de révolution permanente va être important dans la période. Nous, on va se réunir et discuter aussi entre nous pour débriefer, analyser un peu la situation plus largement, parce qu'on est aussi bloqué dans cette émission et on voit pas tout et on sait pas tout. Mais voilà, moi, je veux faire aussi un appel à toutes celles et ceux qui regardent. Moi, je pense qu'il faut rejoindre Révolution Permanente, il faut s'intéresser à Révolution Permanente, mon objectif à moi, c'est de construire une organisation révolutionnaire massive qui puisse jouer ça. Parce que moi, quand je vois le score de Lutte ouvrière et du NPA, je trouve que c'est anormal en fait je sais pas, ça fait même pas 1% aux deux, quoi, 0,5 et 0,1 ou 0,2 pour le NPA. Mais c'est pas possible. On a des gens qui disent « Ah, mais moi, si ça tenait qu'à moi, je voterais pour des listes révolutionnaires, mais pas... » Comme l'a dit Youssef, à un moment donné, le Front républicain et le vote utile, c'est le vote utile jusqu'où? Parce que là, si on réfléchit à partir de cette base-là, le vote utile, c'est Glucksmann. Si Glucksmann, l'Europe Écologie Les Verts et le PCF se rallient, le vote utile, c'est eux. Ça s'arrête jamais en fait. C'est-à-dire le vote utile, c'est toujours le vote de voter ce qui ne te plaît pas, ce qui ne sert à rien, ce qui ne change rien, ce qui est indolore, pour reprendre une expression de Paul Lafargue, qui était le beau-fils de Karl Marx. Il disait le système capitaliste n'accepte que des mesures et des réformes indolores pour lui de la part de la social-démocratie. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent rien changer par la question des élections. Alors oui, on peut se dire, mais vaut mieux que ça. Arrêtez de faire les gauchistes. Arrêtez de faire la révolution. Arrêtez la maladie infantile, etc. Je sais pas quoi. C'est totalement faux. Les gens qui soutiennent ces stratégies de capitulation électoraliste, de capitulation politique systématiquement à chaque élection ont tort. Parce que idéologiquement, c'est le Rassemblement national qui est en train d'avancer. Idéologiquement, c'est une jeunesse qui est en train de voter Bardella. Moi, j'ai des messages, les amis, des collègues, des amis ont voté Bardella. La vie d'Ouam, des amis cheminots, syndiqués, ils ont voté Bardella. C'est dire à quel point c'est grave. C'est grave ce qui est en train de se passer et qu'on a une responsabilité face à ça. Donc voilà, nous, on va le faire comme on a toujours fait. Vous connaissez Révolution Permanente, vous savez que nous, on est de tous les combats, on essaye d'avancer comme ça. Mais je pense que ceux qui sont inquiets par la montée de l'extrême droite, au-delà de cette dissolution, et qui ont envie en réalité de penser une autre société, je pense qu'ils doivent commencer à discuter plus sérieusement avec nous, pas juste... Parce que moi, j'en ai marre, les amis, mais je le dis, j'en ai marre en mode gentiment. C'est-à-dire, je vois plein de gens qui nous trouvent très sympas. C'est-à-dire, ah, RP, heureusement vous êtes là. Ah, RP, vous êtes fantastique. Ah, il y a RP, le cortège, le ceci, le cela. J'aime bien vos émissions, etc. Les amis, sautez le pas. Voilà, sautez le pas parce que Bardella, il a un projet... pour vous, c'est de vous dégager. Ils ont un projet pour nous dans leur globalité, c'est de continuer à nous mettre la tête dans la merde. Non, si c'est un moment historique pour eux, il faut que ce soit un moment historique pour nous aussi. Il faut aussi qu'on réussisse à prendre, entre guillemets, la balle au bon. Après, c'est vraiment pas facile parce qu'effectivement, la question du vote utile, c'est quelque chose qui, à mon avis, va encore continuer à séduire un certain nombre de personnes qui, pour l'instant, n'étaient pas forcément menacées dans leur quotidien, etc. Et puis, un peu par charité ou par cœur généreux, vont aller vers ce chemin-là. C'est une responsabilité qui est hyper importante. C'est quelque chose qu'on avait déjà dit lors des dernières élections présidentielles. Ce soir, c'est pas un soir d'élection présidentielle, mais le climat, d'une certaine manière, il est peut-être encore plus grave que ce qu'on a pu vivre lors de certains soirs d'élection du président de la République. Donc voilà, moi je reste sur cette idée qu'effectivement on peut être divisé à gauche, on peut faire beaucoup de choses, mais comme le disait Sacha, et puis je sais plus de qui est l'expression, mais marcher ensemble et frapper, marcher séparément mais frapper ensemble, je vais y arriver.
C'est pas facile à dire parce que en fait c'est pas facile à faire. C'est Trotsky, c'est Voilà. Lénine, Trotsky, C'est le ça. Front unique, Voilà. la troisième internationale. Mais voilà, mais je suis mais tout C'est Trotsky. Tout est possible. Tout est possible. Non, mais sincèrement, je pense que c'est vrai. Mais voilà, ça dit aussi que le cadre démocratique dans lequel on est, il n'y a plus grand-chose de démocratique, que les personnes qui sont gouvernées sont toujours les mêmes, que les personnes qui gouvernent sont aussi toujours les mêmes, de manière avec une forme de remplacement, avec une forme de turnover, etc. Donc oui, évidemment, j'appelle à ce à quoi Ahnès et Youssef ont déjà appelé, à savoir la mobilisation et puis une forme de conscientisation. On est toujours les prochains de toute façon. Et si c'est pas encore notre tour demain, ce sera notre tour après-demain. Donc se dire ça, qu'on est les prochains. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on conclue là. Il faut quand même que j'annonce une info qui est fondamentale. C'est que, non mais vraiment, c'est la deuxième info choc de la soirée. La majorité a annoncé qu'elle ne présentera pas de candidat contre les députés qui font partie du champ républicain, c'est-à-dire les députés sortants. C'est-à-dire que si tu es député EELV, PS, LR dans une circonscription, la majorité en fait force une sorte de barrage républicain pour appeler à te soutenir. Donc ça veut dire que là, par exemple, dans la circo de Saint-Denis-en-Sault, il n'y aura pas de candidat LREM. C'est ça, c'est ce qu'ils annoncent. Les amis, merci à toutes et tous d'avoir suivi le live. Je trouve que la conclusion de Kautar elle est importante. Marcher séparément, frapper ensemble, il va falloir qu'on se retrouve, l'ensemble des organisations progressistes, mais pas juste pour porter des listes aux élections, mais pour organiser la lutte par en bas. Ça va être une question décisive. Organisez-vous, mobilisez-vous, diffusez les informations sur les capacités, les possibilités de s'organiser. Organisez-vous non seulement dans les quartiers, mais aussi dans les lieux d'études et dans les lieux de travail. Ça va être une question centrale. Sur Révolution Permanente, évidemment, on essaiera de relayer l'ensemble des initiatives et l'ensemble des possibilités d'agir qui vont émerger dans les jours et aussi dans les heures qui viennent, vous le savez. Merci d'avoir suivi ce live et je vous propose de se quitter en écoutant ce que Frédéric Lordon disait devant le tribunal il y a de ça quelques jours lors du rassemblement pour Anas Kazib. Parce que Anas, comme Youssef en parlait, c'est des camarades qui sont en train d'être réprimés déjà, qui sont dans le viseur, et ça va s'intensifier. Et la mobilisation, c'est la seule manière de gagner, mais c'est aussi la seule manière de défendre nos camarades de lutte. Et ça vaut aussi bien pour Anas que pour la France Insoumise et que pour l'ensemble des camarades qui se mobilisent contre le gouvernement. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine du coup.